et bienvenue sur Europe 1. Toute l'équipe est sur le pont en ce début de week-end du 11 novembre pour les plus chanceux d'entre vous qui vont pouvoir prendre quelques jours. Pour les autres, petite consolation, nous serons là à vos côtés en direct comme tous les soirs pour vous tenir compagnie. Alors si vous avez envie de me parler, la ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Asiba et Justin et sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez, vous le savez, à tout moment, si une histoire vous donne envie de réagir, si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous voulez apporter votre soutien à un auditeur, appelé le 39 21. Vous dialoguerez comme ça avec nous en direct à l'antenne. Vous pouvez, si vous êtes un petit peu plus timide, nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un message en le commençant par le mot nuit au 7 21 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Zaz, le long de la route. Allez, vous êtes peut-être justement sur la route pour ce départ pour quelques jours. Et on est ravis de vous accompagner et de vous tenir compagnie. On va accueillir tout de suite Laurence qui est avec nous, elle au 39 21. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous écoute, Laurence. Oui, moi je vous ai envoyé un petit mail parce que j'ai réagi par rapport à Nelly hier soir et au fait des camps de concentration. Et alors, le témoignage de Nelly, rappelons-le pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute quand même hier soir, parce que oui. Nelly est une jeune femme de 25 ans qui nous a appelé hier soir et qui était dans un état de grande souffrance, qui disait qu'elle était un peu dans un état de pilotage un peu automatique, qui avait l'impression que sa vie s'était arrêtée quand elle avait 17 ans, qui avait souffert d'anorexie. Elle disait qu'elle était sortie de l'anorexie, mais que malgré des études brillantes, un parcours brillant, et qu'elle venait d'obtenir un poste également que beaucoup lui envieraient, elle avait le sentiment de ne pas être à sa place dans la vie et dans son histoire familiale. Et puis, en parlant un petit peu avec elle de son histoire familiale, elle nous a parlé de son grand-père paternel qui avait tenu une place essentielle dans sa vie, et ce grand-père avait été déporté en camp de concentration. Et Nelly semblait s'être identifiée très fortement à ce grand-père. Voilà. Vous me permettez, Laurence, de résumer un peu, parce que bon, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier soir, voilà. Oui. Et c'est cette identification en fait qui m'a touchée, parce que moi, ma grand-mère paternelle est décédée à Ravensbrück, et c'est une grand-mère que je n'ai pas connue, et pour lequel on avait quand même un lien presque pas historique, parce qu'elle est morte, le 3 février 1945 à Ravensbrück. Mon père ne pouvait pas avoir d'enfant à l'époque, pendant 5 ans, les 5 premières années de son mariage. Et elle a dit à une dame qui est revenue et qui l'a répété à mes parents qu'elle donnait sa vie pour que son fils ait un enfant. Et donc son fils a eu un enfant, c'était moi, et moi je suis née le 3 février 54. Donc on a 3 février 45, 3 février 54, et mes parents ne m'ont jamais souhaité mon anniversaire le 3 février. Il y avait toujours une excuse. Mon père était fatigué, il était en voyage, il y avait des amis qui pouvaient pas venir. Il y avait toujours une petite excuse que je comprenais pas, parce que bien entendu on n'en parlait pas. Là aussi, le non-dit. Mon père a essayé beaucoup plus tard de me raconter, mais il s'est mis à pleurer, à trembler. Donc c'était impossible. Et moi, de mon côté, j'ai toujours essayé d'avoir des infos sur cette grand-mère qui était très proche de moi, qui me protégeait quelque part et avec qui je savais qu'elle était à côté de moi. Je peux pas l'expliquer, c'était une sensation.
Et puis les choses dont je suis dans une petite commune où l'histoire de ma grand-mère est connue et les anciens, quand je les questionne, m'en parlent. Ils me disent pas vraiment ce qui est arrivé parce que bon. Ils vous parlent de quoi précisément? Ils me parlent de comment elle était, ce qu'elle faisait, qu'elle était très généreuse. Mais les anciens qui l'ont connue. Les anciens vous parlent d'elle. Voilà, c'est ça. Oui. Mais vous, contrairement à Nelly, ça semble vous en parlez avec beaucoup de sérénité, de douceur. C'est quelqu'un qui est avec moi. Oui, vous dites c'est une présence très très tendre, très bienveillante. Tout à fait. Mais il y a quand même dans ces familles qui sont touchées qui ont été touchées par ces drames-là, ce non-dit. Parce que je crois que c'est tellement douloureux pour moi c'était un père, donc pour des enfants, quoi, je pense, d'avoir eu un parent déporté ou qui a eu on n'en parle pas, mais ça laisse des traces. Forcément. On ne peut pas laisser, de traces. Oui. Tout à fait. La collusion des dates aussi quand même ne peut qu'interroger. Oui. Votre grand-mère morte en déportation un 3 février et vous qui naissez un 3 février. Oui, et puis 45-54. Et dans l'histoire familiale, votre grand-mère a été déportée tardivement. Votre père était déjà grand. Mon père avait 35 ans quand elle est morte, oui. Elle est partie en 43 de la région lyonnaise et elle est morte en 45 là-bas. Quelques mois avant la libération du camp, elle avait 60 ans. C'est d'autant plus tragique. Vraiment, à quelques mois près, mais j'ai eu la chance de pouvoir aller à Ravensbrück avec l'amicale des déportés de France, qui organise un pèlerinage chaque année à la date de libération du camp. Et là aussi, c'était émouvant de voir les lieux, quoi. Même si c'est vraiment très très changé, parce qu'il reste plus grand chose, les baraques ont été détruites et tout, mais le lieu, il y a un grand lac à côté, c'est un peu le paysage dans lequel je vis dans ma région, et c'était très 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 fort. Et dans votre histoire familiale, qu'est-ce qui fait votre grand-mère est partie? Ça a été une rafle. Comment se fait-il? C'était de la résistance et il y a eu une dénonciation. Et je pense que mon père savait qui avait dénoncé, mais il l'a jamais dit. Et moi, je comprends très bien qu'on puisse dénoncer sous la torture. Hein. Oh là là. On lâchait des noms quand. J'ai été longtemps en contact avec une dame qui était avec elle, qui était revenue elle. Qui était avec elle au camp et qui nous disait qui nous a bien raconté ce qui se passait là-bas, comment elle vivait, elle survivait, elles essayaient de survivre. Oui, et c'est cette dame qui vous disait, cette rescapée, qu'elle parlait beaucoup de votre père. Voilà, elle parlait beaucoup de ce fils, parce qu'elle avait 2 autres fils, mais elle parlait beaucoup de ce fils qui pouvait pas avoir d'enfant et que elle avait fait son temps, que voilà. Et finalement, quand elle disait comme ça qu'elle donnait sa vie pour que votre père ait un enfant. Oui, ça s'est écrit parce que mon père, ça l'avait écrit. Et puis cette dame, cette rescapée, me l'a dit. Moi, je l'ai vue après, plus tard, en tant qu'adulte. Et elle me l'a dit, oui. Oui, c'est comme une vie pour une autre. Oui. Mais en même temps, ça pourrait être très lourd à porter. Et on sent effectivement que pour vous, il y a quelque chose, oui, paradoxalement, de très doux. Oui, c'est ce que vous dites dans votre mail, c'est que il y a beaucoup de douceur, que elle vous habite, elle vit en vous, mais que c'est d'une très grande douceur. Oui.
c'est là où ça diffère beaucoup du témoignage de Nelly, qui, elle, a connu son grand-père, puisqu'il est décédé quand elle avait 10 ans. Il était rescapé des camps. Mais elle parle d'un grand-père qui, lui, évidemment, ne lui parlait pas. Enfin, je dis évidemment. Je sais pas pourquoi je dis évidemment, il ne lui a pas parlé des camps. C'est vrai que c'est compliqué d'en parler à des enfants. Et qui était une présence, elle disait, un peu écrasante, mais écrasante pour toute la famille. Peut-être l'aurait-il été même s'il n'avait pas été rescapé des camps. Ça tenait peut-être lié à la personnalité de cet homme, on ne peut pas le dire. Peut-être qu'aussi son histoire a rajouté à cela. Et finalement, elle, il y avait quelque chose de ce poids qui l'étouffait. Alors que vous, c'est au fond cette grand-mère, elle est protectrice pour vous. Oui, et puis elle est tout le temps là. Je vous parle, mais je l'ai devant moi en photo. Oui, vous en parlez. Là, je ne sais plus exactement ce que vous avez dit, mais c'est comme si vous en parlez comme si vous l'aviez connue. Hein. Elle est étrange les propos que vous avez tenus, comme si vous l'avez connue, comme si elle est tellement proche de vous. Oui, et bon, et ma tellement grand-mère intimement liée à vous. Ma grand-mère maternelle que je n'ai pas connue, j'ai pas ce lien-là. Pourtant, ma mère m'en a parlé, voilà. Mais c'est pas la même chose. C'est pas, voilà, c'était ma mère avait une maman, voilà, bon. Et là, c'est autre chose. Ça me fait penser un peu au livre de Boris Cyrulnik sur le murmure des fantômes, comme ça des histoires, où il écrit à propos de ces personnes qui peuvent rester comme ça présentes en nous, mais de façon en positif ou en négatif, enfin de ces êtres qui nous habitent comme ça, de ces histoires passées, de ces souffrances des générations passées. Donc là, c'est vrai qu'on a 2 témoignages autour de cette période terrible de l'histoire, de ces déportations, et où on voit que pour Nelly était accablée par le poids de cette histoire familiale, et où vous, au contraire, il y a quelque chose de plutôt constructif pour vous. Votre père, lui, mon père, ça a toujours été difficile. Ça a été plus difficile pour lui. Non, c'était trop dur. Et les autres frères, l'autre frère, il y avait un autre frère qui est mort, mais son frère aîné ma cousine me dit qu'il en parlait un peu plus. Et votre anniversaire, vous le fêtez maintenant, mes parents sont décédés depuis très longtemps. Oui. Mais est-ce que vous le fêtez, vous? Est-ce que vous arrivez à le fêter? Oui, mais j'ai toujours une pensée pour elle. C'est ça. Vous l'associez toujours à votre... sans que ça soit douloureux. Non, sans que ça soit douloureux, non. Et enfant, c'était pas difficile qu'on vous oublie votre anniversaire? J'ai mis très longtemps à comprendre. Mais maman, elle me donnait toujours des raisons qui étaient valables, enfin, qui passaient, quoi. Il n'y avait pas de... j'avais un père qui voyageait beaucoup, donc il y avait toujours, une fois il ratait le train, une fois je sais pas quoi. Mais mais ça passait. Ça passait. Peut-être que sur le moment, je devais peut-être pas être très contente, mais bon, mais on allait le faire à un autre moment, ou on l'avait fait avant, ou on allait le faire le lendemain. Ça avait du sens certainement déjà pour vous, au fond. Peut-être. Vous aviez compris qu'il y avait un autre sens caché. Peut-être, oui. Oui, et qui était lié à votre grand-mère. Peut-être, oui. Il y a Cathy qui dit, derrière ce témoignage, il y a la fierté de la résistance. Il y a aussi peut-être le fait que, comme vous dites, votre grand-mère a été déportée, dénoncée parce que résistante. Il y a aussi peut-être aussi cette grand-mère et... Ah, mais on en est très fiers, oui. Oui, on en c'est est très aussi fiers, dans la famille un personnage... Et oui, moi, mes enfants, ils connaissent toute l'histoire que j'ai pu transmettre, qu'on savait. Et dans le coin où on habite, parce qu'elle a été arrêtée pas loin de chez moi. Et il y a des cérémonies chaque année à peu près. Et mes enfants, ils y vont, aux cérémonies. Enfin, c'est des grands adultes, mais ils y vont.
Bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a Marcus qui nous écrit aussi pour dire mon pépé était polonais, enrôlé de force dans l'armée allemande. Il n'a jamais rien dit sur les choses qu'il avait subies et vécues. Ouais, on voit qu'il y a des... Mais je crois qu'on peut pas... Enfin, ça doit être tellement douloureux que ça rend muet, quoi. Il y a des douleurs effectivement qui sont difficiles à exprimer et à transmettre, et notamment quand il y a de la honte derrière. Oui. Tout ce qui relève de la honte peut être difficilement partagé. Oui. Ça rajoute vraiment beaucoup de difficultés à dire les choses. L'impression que ça ne peut pas être entendu. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Laurence, de ce témoignage. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Alors, en vue de la préparation d'une émission spéciale pour la décennie de cette libre antenne, nous avons besoin de vos témoignages. Dites-nous ce que cette émission a changé dans votre vie, en quoi vous a-t-elle peut-être permis de progresser. Laissez-nous vos témoignages au 39 21. Laissez-vous guider par le répondeur et surtout, n'oubliez pas de laisser votre prénom et votre numéro de téléphone. Je voulais faire un petit clin d'œil amical à Angie qui vient d'envoyer un petit message au 7 21 21 et on accueille tout de suite Céline. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Céline. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de moi, je vous avais appelé au mois de mai. Oui. Par rapport que ma maman était décédée, ça faisait déjà 2 ans et demi et que je m'en remettais pas. Oui. Faut que vous m'en disiez un petit peu plus, pour. Ah, pour que... Ouais. D'accord. En fait, oui, elle avait 45 ans à peu près. Oui. Je vous avais, téléphoné. Parce que j'allais pas bien. Parce qu'on a beaucoup parlé de ces derniers temps. Je crois que c'est aussi la Toussaint, cette période un peu de l'année qui veut ça. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour me dire qu'elles avaient du mal à se remettre de la perte de leurs parents, d'un être cher. Donc, oui, pardonnez-moi, voyez, mais c'est vrai que je me souviens souvent des témoignages, des histoires, mais ça me revient avec en parlant un peu plus longuement avec vous. Voilà. C'était au mois de mai à peu près, et oui, je vous avais aussi un peu parlé un peu de mon papa, qu'on avait un peu des difficultés. Qu'est-ce que je vous avais dit? Oui, qu'elle avait eu un. Oui, mais parlez-moi, de ce qu'il en est. Donc c'était au mois de mai, elle était très jeune, effectivement, 45 ans, oui. Tout à fait, oui. Et en fait, moi, ce soir, je vous appelais, pour vous donner un peu des nouvelles, oui. parce qu'en fait, au mois d'août, là, j'ai rencontré, je suis partie en vacances et j'ai rencontré quelqu'un, qui est maintenant un très bon ami à moi. Enfin, on s'est rencontrés, il me fait beaucoup, comment dirais-je, il me comprend beaucoup, ce que je peux ressentir, tout ça. Et donc, vous avez, quand vous dites rencontrer quelqu'un, c'est un homme? Oui. D'accord. En fait, oui, j'étais en fait avec ma famille, donc mon mari, mes enfants, on était dans un camping et on s'est rencontrés vraiment par hasard, on va dire. Et depuis un jour là, il est là pour moi quand je vais pas bien. Il m'aide à surmonter cette perte parce que aujourd'hui c'est encore dur pour moi. Mais alors ce monsieur-là, vous l'avez rencontré, vous avez sympathisé avec lui au départ, c'est ça, il était voisin dans le camping. Oui, tout à fait, oui.
Et vous vous êtes confié à lui finalement sur quelque chose de vraiment très intime parce que venant de perdre votre maman en avril, vous êtes partis en vacances avec votre mari, vos enfants, et lui faisait du camping tout seul. Oui, avec sa fille et puis un copain à lui, et puis en fait c'est vraiment le hasard parce qu'en fait en plus on habite à 25 km de chez moi en fait. Ah oui, en effet, oui. Et le camping était à proximité ou... Non, à 600 km. Ah oui, en effet, c'est étonnant de vous retrouver à 600 km, mais habitant, en fait, résidant à 25 km l'un de l'autre. Oui, tout à fait, oui. Et donc, voilà, et puis, depuis, en fait, on se quitte plus, quoi. Enfin, on se quitte plus, entre guillemets. Oui, d'ailleurs, même, il le sait, comment dirais-je, je l'ai même... je le considère lui en fait maintenant quand il me présente à des amis, il me dit que pour lui en fait je suis comme si j'étais sa petite sœur, et pour moi c'est pareil en fait, c'est comme si c'était mon frère en fait, que j'ai jamais eu parce que j'ai jamais eu de frère et j'aurais toujours voulu en avoir, donc voilà. D'accord, donc vous avez une relation comme ça très tendre l'un de l'autre. Oui. Et vous vous êtes senti très vite en confiance avec lui? Ah oui, totalement, oui. Oui. En fait, parce que c'est vraiment la première personne, même ma famille, que je veux dire qui me comprennent vraiment ce que je peux ressentir, quoi. Enfin, voilà. Et parce que lui aussi, il a vécu ça, parce que il a perdu son papa, mais en 92, et lui aussi, il s'en remet plus ou moins bien, et pourtant ça fait plus longtemps que moi. Hein. Donc voilà, quoi. Et en fait, on parle beaucoup de ça et. Oui, j'allais vous demander si, au fond, vous aviez lui-même avait vécu de très près comme ça un deuil et que ça faisait qu'il était d'autant plus, qu'il comprenait d'autant mieux ce que vous ressentiez. Alors lui, il a perdu son père en 92. Ouais, voilà. Puis en plus, lui, il est très proche de ça parce qu'en fait, il travaille il est croque-mort, donc voilà quoi. Ah ben oui, lui, c'est son métier. Oui, tout à fait, ouais. Donc en fait voilà quoi, donc c'est vrai que il sait ce que c'est, donc voilà, c'est vrai que oui, mais il sait ce que c'est différent quand c'est le métier bien sûr, et quand alors comment on dit on est un croque-mort, on dit plus ça, c'est quoi le nom officiel? Oui, pareil, on dit plus ça, mais non, on dit plus, officiellement on dirait plus un petit enfant qui remplirait sur la fiche qu'on demande là aux enfants la profession du papa, il ne mettrait pas croque-mort, je pense. Je sais plus ce qu'on dit, oui. Attendez, les auditeurs vont bien nous le dire. Mais on dit ça a un nom, les agents des pompes funèbres. Oui, ça, je sais plus comment on dit. Je sais plus comment on dit, mais enfin ça se dit toujours, croque-mort. Oui, en fait, lui, il dit tout le temps ça. Il se présente comme croque-mort. Oui, mais bon. Et donc, est-ce que ça vous a aidé justement le fait peut-être qu'il vous parle aussi de sa profession? Oui, énormément. C'est vrai que oui. Il y a des fois, des fois je lui dis ça, mais t'as pas autre chose à me raconter que cimetière, tout ça. Mais oui, mais c'est son quotidien pour lui, Céline. Oui. Je sais, mais des fois, c'est un peu lourd quand même. Et mais après, il essaye de pas trop m'en parler non plus quand on se voit, parce que en fait, il aimerait bien que mon mari, en fait, il rentre dans ce milieu-là et tout, en fait. Alors donc, il essaie un peu de le faire travailler avec lui. Et pourquoi il veut que votre mari rentre dans le milieu? Parce que il dit que ça serait bien, que qu'il sent qu'il a les épaules larges et tout, donc. C'est drôle. Mais pourquoi? Parce que votre mari était à la recherche d'un emploi? Oui, plus ou moins, oui, c'est vrai que puis après... d'accord, votre mari recherche un emploi. Oui, mais qu'est-ce qu'il en dit, votre mari? Écoutez, il a déjà été, pas faire des enterrements, hein, mais par exemple, avoir réparé des tombes, tout ça, donc voilà quoi. Après, mais comme dit mon mari, entre réparer des tombes et puis faire un enterrement, tout ça, après il faut voir quoi. Bon, après, c'est un métier, hein. Je crois que, Alors, on me dit agent funéraire ou Gabriel des Hauts-de-Seine me dit assistant funéraire. Ah ouais, voilà. D'accord. Ouais.
Non, on me dit thanatopracteur, ça n'a rien à voir. C'est les personnes qui préparent les personnes pour qu'elles soient présentables pour les familles. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Oui, agent funéraire, on me dit beaucoup. Voilà. Donc, merci de chercher en tout cas. Hein. Bon. Merci. Mais donc il recrute. Voilà. Il recrute. Bon, mais justement, j'allais vous demander, votre mari, lui, comment il voit cette relation. Il est pas jaloux apparemment de cette amitié entre vous deux, de cette complicité. Il y a beaucoup de personnes qui me posent déjà cette question. Oui, parce que il pourrait. Et en fait non, parce que mon ami, il a toujours été. Il lui a toujours dit les vraies choses et il lui a dit mais de toute façon t'inquiète pas et tout. Mais c'est vrai que il y a des gens qui me posent des questions, tout à fait, oui. Parce que des fois, quand il est pas bien ou que je vais pas bien, c'est vrai que des fois on se prend dans les bras. Enfin, je veux dire sans rien de plus, hein. Mais c'est vrai qu'il y a certains de mes amis, qui me disent ah ouais quand même. Oui. Donc oui, voilà oui. quoi. Après ça peut perdre. C'est vrai que nous moi je sais après ce que je fais avec lui. Enfin je veux dire c'est une amitié point quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réflexions déjà. C'est vrai que j'ai de ma famille qui me dit oh là là même de la famille à mon mari qui ont dit que est-ce que ça allait pas plus loin avec cet homme, de toute façon qu'une amitié homme-femme ça n'existait pas. Ah bon? Oui, ouais. Oh, si, ça peut exister. Alors, il y en a qui disent que non, ça peut pas exister, que de toute façon, qu'on finira un jour par coucher ensemble, parlant du terme, quoi. Donc, voilà, quoi. Oui. Mais il faut peut-être, par rapport à la famille de votre mari, qui commence pas, parce que votre mari, lui, est très visiblement, il est pas d'un tempérament jaloux, tant mieux. Il a confiance en lui, il a confiance en vous, il apprécie cet homme, qui visiblement, cet homme, lui, il est pas dans l'ambiguïté, il a une réelle tendresse pour vous, il vous a consolé, il sait comment vous consoler. Il y a une belle complicité entre vous, donc peut-être après la famille, il faut faire attention parce que les gens après distillent un peu un poison. Vous voyez, on a beau être confiant, à force que les autres vous racontent, vous disent surveille, fais attention, ça peut être un peu, ça peut vraiment devenir embarrassant au bout d'un moment. Donc, en fait, c'est pour ça que. Alors, il s'agit. Oui. Je l'ai déjà fait rencontrer à mes beaux-parents. J'essaye un peu que tout le monde le fait rencontrer un peu à tout le monde pour voir comment. Pour leur faire voir comment il est et tout, quoi. Oui, parce que vous avez envie. C'est vraiment quelqu'un qui a pris beaucoup de place dans votre vie. Ah totalement. Totalement. Oui, c'est comme vous dites un grand frère pour vous, oui, le grand frère que vous n'avez pas eu, et puis lui, il y a une relation tendre, sa petite sœur, et cette rencontre, elle est arrivée au bon moment. Voilà, tout à fait. Donc, et c'est vrai que c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas et avec qui très vite vous avez pu avoir une intimité, alors que c'est un moment de votre vie où vous étiez particulièrement fragile. Oui, tout à fait. Oui. Et qui a pu au fond être là, être présent, et puis au fond les circonstances ont fait que ça aurait pu être une belle rencontre de vacances, mais il se trouve que vous habitez à côté. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Ouais. Et puis en fait, je sais pas comment il peut sentir, et en fait il sait quand je vais bien et quand je vais pas bien, et moi c'est pareil en fait. Donc voilà quoi. Après, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais une amitié entre hommes et femmes. Il y en a beaucoup, que. Ça oui, mais ça, pas. Écoutez, c'est eux qui, ils veulent chercher c'est eux qui voient cela, qui conçoivent. C'est vrai que on fera un débat là-dessus. Je suis sûre que il y a des personnes qui pensent que
ce n'est pas possible, d'autres qui pensent que si c'est possible, mais ça peut toujours l'amitié, bien sûr que ça peut évoluer vers autre chose. Oui, tout à fait. Oui, on n'en sait rien, mais ça peut aussi exister. C'est pourquoi, parce que il y aurait un homme et une femme, automatiquement il devrait y avoir de la sexualité. Voilà, c'est ça. Ouais, vous voyez, baser uniquement les relations sur de la sexualité, et pourquoi il n'y aurait pas aussi des relations tendres et affectueuses. Donc bon, ça c'est une conception un peu, je sais pas, manichéenne, je trouve. C'est sûr, je suis d'accord avec vous, mais bon, je reçois un message du subversif, ou plutôt de Patrick Chirac, qui dit le camping, ces barbecues anisés entre voisins, ces apéros chipolata en tongs, ces croque-morts empathiques qui vous adoucissent la fatalité. Et oui, les croque-morts font du camping, il faut bien qu'ils se détendent aussi. Oui, tout à fait. Finalement. Et puis, ils sont pleins de gentillesse et de chaleur humaine. Voilà. Ah oui, totalement. Mais oui, finalement. Et puis eux aussi comprennent que c'est difficile quand on perd un proche. Je suis touchée en tout cas, Céline, que vous ayez pris la peine de rappeler pour nous donner de vos nouvelles, parce que ça me revient maintenant. Je me souviens de la peine que vous aviez, le sentiment que vous n'arriveriez pas à remonter, à surmonter cette disparition. C'est pas que je l'ai déjà remonté, mais grâce à cette personne, à cet ami, je vois, comment dirais-je, il est là pour m'aider, et je commence à plus voir du noir, quoi. Je commence un peu à ressourire à la vie, comme on dit. Mais après je sais, vous voyez, là c'était la Toussaint, en fait il m'a fait faire des compositions pour ma maman, mais en pagaille, quoi. Enfin, je veux dire, et pourtant il la connaissait pas. Je veux dire, il m'en a fait 3, 4 déjà. Donc ça m'a énormément déjà touchée, quoi. Je veux dire, c'est. Alors parlons justement de croque-mort, il y a Poupic qui dit « Il n'est pas vieux le temps où c'était le menuisier du coin qui faisait la mise en bière, puis en terre avec le cantonnier. Je l'ai fait, dit Poupic. » Oui, mais enfin c'est pas vieux, je sais pas à combien de temps ça remonte. C'est vrai que maintenant tout ça, là aussi c'est une industrie, tout ça. Bon, écoutez, en tout cas, merci. Par contre, moi, j'aurais voulu savoir si, par exemple, il y avait des gens, je sais pas, surtout des femmes peut-être qui ont, je sais pas, eu comme moi, connu un ami qui le considérait un peu comme leur frère. Enfin, moi, c'est vraiment comme mon frère, voire peut-être mon père. Vous avez tant de différences que ça ? Oui, on a 12 ans. À 12 ans, oui, il serait très... Dites-moi, il vous aurait eu jeune, hein ? Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est comme je vous avais expliqué, avec mon papa, c'était pas très... Même maintenant, c'est très tendu. Beaucoup de haine. Oui. Et en fait, c'est pour ça que, vous voyez, je fais plus de choses pour lui que je fais pas pour mon père, quoi. Oui, c'est important d'avoir justement cet homme dans votre vie qui n'est pas votre mari, avec qui vous avez une relation particulière. Voilà, oui, tout à fait. Donc, je sais pas. Mais on peut, oui, vous avez raison, lancer un appel, Céline 3921, justement autour de ces histoires d'amitié. Au fond, avoir une histoire d'amitié avec entre hommes et femmes où il y a vraiment quelque chose de sincère, de profond, de durable, et où il n'y a pas de désir. Alors après, effectivement, on ne sait jamais comment ça peut évoluer, mais à partir du moment où je pense, de toute façon, le désir, il y en a dans toutes les... La séduction, elle fait partie de toutes les relations. Elle existe aussi dans les relations entre hommes, dans les relations entre femmes. Vous voyez, le désir, il est présent dans la vie en général. Simplement, il n'y a pas toujours passage à l'acte. Et là, c'était un moment de votre vie très particulier. Vous avez besoin d'être consolé, d'une relation tendre. Vous, dans votre tête, ça semble être assez clair. Après, lui, je ne le connais pas. On peut penser que
c'est vrai qu'on peut espérer qu'il ne se sert pas de votre situation de fragilité pour profiter de la situation. Mais enfin, si on commence à tout analyser, à se dire il est en train d'utiliser, on ne vit plus rien non plus. Vous voyez, si on commence à tout calculer dans nos relations, bah écoutez, on claque mur ses portes et ses fenêtres et on n'a plus aucune relation avec personne. Donc bon, il faut aussi pouvoir échanger. Et pour le moment, moi, ce que j'entends, Céline, c'est que cette relation vous fait du bien. Et c'est ça qui est important, avant tout. Bon. Un petit message du subversif. Nier un type d'amitié sous prétexte de désir, c'est nier toutes les amitiés, car le désir est tout aussi hétérosexuel qu'homosexuel. Ouais, je pense. Oui, c'est sûr. Allez, l'appel est lancé. On aura peut-être des réactions d'ici 1 heure. Je vous embrasse, Céline. Au revoir. Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Il y a Grégory qui nous envoie un petit courriel qui dit « Ah Céline, quand vous avez commencé à présenter cet homme, je pensais que vous alliez nous expliquer votre coup de cœur, car votre voix était toute pétillante quand vous l'évoquiez. Heureusement, la vie réserve parfois de belles surprises avec des rencontres enrichissantes et permettant de mieux surmonter des épreuves difficiles. Néanmoins, les rumeurs vont bon train. L'essentiel est que tout soit clair entre cet ami et votre mari. » Bah, écoutez, il lui propose même de travailler ensemble. Et puis il y a Gigi qui dit « Est-ce que l'ami de cette dame, de Céline, vit également en couple ?» Oui, j'ai pas pensé à poser la question. On va accueillir maintenant... il y a Anne qui envoie un petit message aussi, là, qui vient d'arriver au 7 21 21, qui dit « Je vis une amitié de 30 ans avec un homme. On est tous les deux en couple et on se considère comme siamois. » Bonsoir Sonia. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu émue, hein. Je vous cache pas, je suis un peu... voilà, bon. Bon, bah écoutez, voilà, c'est dit, et puis... Moi, je suis contente de vous avoir, en tout cas, je vous écoute depuis très longtemps. Et voilà, bon, je suis émue, donc je vais aller droit au but. Allez, oui, c'est plus simple. Oui. Donc en fait, moi je vous appelle, je vais vous donner un exemple, mais ma problématique, en fait... c'est les problèmes relationnels avec les hommes. Là, vraiment, j'ai du mal, j'y arrive pas, je comprends pas. C'est vraiment très très bizarre, quoi. Et arrivé à 35 ans, bon là, autant plus jeune, je me disais, bon, ça va venir, ça va être normal, etc. Sauf que là, c'est pas possible, quoi. Et en l'occurrence, donc, je vais parler de ma dernière expérience, parce que je suis encore dans le truc, c'est que j'avais rencontré quelqu'un il y a 3 mois à peu près. En 3 mois, on s'est séparés 3 fois. Bon, c'était assez rapide, on va dire. Et sauf que ce qui m'embête, c'est qu'il ne répond plus du tout à mes appels, ni à mes textos, ni aux mails, à quoi que ce soit, en fait. Mmh. Donc moi, je suis désarçonnée parce qu'en plus, c'est lui qui était en faute là pour le dernier coup, parce que j'ai trouvé des messages de filles dans son portable, sans le faire exprès. Hein. Des messages de qui ? De femmes. Oui. D'autres personnes, en l'occurrence 2, parce que j'ai pas eu le temps de tout voir. Oui. Et à la base, c'était pas pour regarder, hein, c'est que comme je comptais acheter un autre portable, je regardais les paramétrages et je me suis aperçue, bon là je vous ai donné un pseudo, donc mon vrai prénom, il a été masculanisé. Donc en fait, c'est en voyant ça, et j'ai reconnu ce que j'avais marqué, donc je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi il me met comme ça? Et donc là, forcément, j'ai regardé le reste, bien sûr. Et donc là, je me suis aperçue qu'il voyait d'autres personnes, etc. Et qu'en plus, il était tendre, enfin, très gentil, tout ce qui n'était pas avec moi. En tout cas, ces derniers temps, parce qu'au début, il était comme ça. Il était même plus que ça. Et du coup, j'aurais aimé avoir une explication. Bon, ça s'est produit au petit matin quand on s'est réveillé. Donc du coup, il devait aller travailler. Bon, ça, c'est normal. Il m'a dit, on en rediscutera. Il m'a demandé, en fait, je vous dis ce détail parce que dans sa tête, à lui, ça a une importance. C'est que quand j'ai vu ça, il me demande de lui dire au revoir en l'embrassant normalement. Ce que je n'ai pas fait parce que ça me paraît tellement évident. Et du fait de ne pas l'avoir fait, de ce que j'ai compris, c'est comme si, pour moi, c'était fini, quoi. Sauf que c'est pas très logique. Enfin bon.
Et donc du coup, j'ai attendu 3 jours en me disant bon, il va se manifester. Au bout de 3 jours, il se manifeste pas. Donc là, j'ai commencé à envoyer des textos pour dire explique-moi, je comprends pas, etc. Et bon, après multiples appels, textos, etc., il n'a jamais répondu, jamais. Et ça fait 2 semaines. Donc voilà. Bon, ça c'est un exemple, mais je vous dirai, enfin après plus précisément. Voilà, mais moi, par rapport à ce cas-là, parce que ça me tient à cœur, j'ai des sentiments pour lui, enfin voilà, j'arrive pas à l'oublier. J'ai rencontré 2 autres personnes entre-temps, mais ça me fait rien du tout. Et pourquoi aviez-vous rompu déjà précédemment? Parce qu'effectivement, 3 ruptures alors que vous étiez depuis 3 mois ensemble, ça fait beaucoup, hein? C'est-à-dire que je suis, si vous voulez, actuellement, je suis en mode un petit peu cool. Je cherche pas, enfin, si je rencontre quelqu'un de bien, tant mieux, sinon, c'est pas grave. Et j'avais rencontré quelqu'un cet été, avec qui j'avais passé un week-end merveilleux. Et ça s'est produit de la même manière. Donc, on a passé un super week-end. Et quand je suis revenue, parce que c'était en vacances, et quand je suis revenue chez moi, pareil, il m'a fait le même coup, à savoir ne plus répondre à mes appels. Et c'est toujours la même. Enfin là, ça devient très bizarre. Et surtout qu'avec lui, on a passé un week-end où il a été tendre, affectif. Enfin, il n'y avait rien à dire. Limite, il faisait amoureux. Et donc, quand ça s'est produit, comme je sors beaucoup avec une amie, elle m'a dit, écoute, tu vas pas rester axée sur cette personne-là. Vas-y, sors avec d'autres personnes, ça te le fera oublier. Et en fait, quand je suis sortie donc avec le dernier, c'était un peu pour oublier l'autre. Donc au départ, j'étais avec lui comme ça, et justement quand j'étais en mode un peu détendu, lui dès le départ, c'était des textos toute la journée, ma colombe, mon cœur, mon trésor, enfin c'était vraiment que des textos très gentils. Et moi, de manière un petit peu exprès, je mettais du temps à répondre pour pas faire la fille qui... et en même temps, j'étais pas trop non plus emballée, quoi. Parce que par certains critères qui correspondent pas trop à mes attentes, surtout, on va dire, au niveau intellectuel. Il est pas très cultivé. Enfin, il est très bien physiquement, si vous voulez. Il n'y a rien à dire. Après, il avait quelques défauts, mais j'ai appris, je sais pas, j'ai réussi à les accepter malgré tout. Et puis, au bout d'une ou 2 semaines, il partait des week-ends, il me prévenait qu'il serait pas joignable, etc. Bon, avec ma copine, elle me disait c'est quand même bizarre. Enfin bon, voilà. Donc, on s'est disputé un peu à cause de petites choses, on va dire, qui n'ont pas grande importance. Donc là, on est revenus ensemble. Deuxième coup, on devait partir en week-end ensemble. Et moi, il y a un soir où j'étais remontée parce qu'il m'envoyait des textos tout le temps. Et là, je me suis aperçue qu'au deuxième coup, il ne m'envoyait quasiment plus de textos, si ce n'est quelque chose de concret pour me dire on se voit demain. On ne discutait pas du tout le soir au téléphone. Et là, je lui ai fait le reproche. Et ce soir-là, je lui ai fait le reproche de tout, en fait. Donc du coup, il est parti, on n'a pas fait le week-end. Après, comme j'ai culpabilisé, comme bon, il me plaisait aussi, je l'ai rappelé. Il a mis du temps avant de me répondre, mais il m'a quand même rappelé et il est revenu donc ce dernier week-end où ça a reclashé du fait d'avoir trouvé les numéros de ces personnes-là. Oui, mais vous avez trouvé ce que vous cherchiez au fond. Vous sentiez bien que ça n'allait pas. On dirait que vous poussez jusqu'au bout. Vous allez d'emblée dans quelque chose, comme vous dites. Vous sentez bien que la relation, il y a quelque chose qui vous convient pas, qu'il est. Vous semblez pousser l'autre jusque dans ses retranchements. Comme vous dites, il vous plaît pas véritablement, mais vous vous accrochez quand même, et vous vous accrochez trop. Il y a quelque chose du trop dans ce que vous me racontez. Oui, non, mais alors c'est rien par rapport à ce que j'ai déjà fait, hein, effectivement. Hein. Ah bon ? Ah oui. Pourquoi vous le faites autant, en si peu de temps ? Qu'est-ce qui vous pousse comme ça ? Pourquoi ? Je vais vous dire franchement, et c'est pour ça que je tenais un jour à vous parler, parce que bon, mes amis, on a fait le tour de la question, on n'arrive pas à trouver. Oui. En fait, non mais on parle beaucoup pour ça. Hein. Oui. Mais, et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai 35 ans. Bon, j'ai déjà eu des aventures, tout ça, il n'y a pas de problème. Oui. Il y a eu des temps morts quand même, il y a eu des périodes un peu creuses. Mais je veux dire, rencontrer quelqu'un, j'arrive à rencontrer, c'est pas le problème. Oui. Ma problématique, c'est d'avoir une histoire normale. Je n'en ai jamais eu, je crois. Franchement, vous n'en avez jamais eu. Ah non, je crois que... Vous croyez ou vous en êtes sûr ?
Vous n'avez jamais eu au-delà de quelques mois de... Sincèrement, j'ai eu une histoire avec quelqu'un ça a duré 1 an, mais c'était chaotique. Enfin, je savais que je ne resterais pas avec pour X raisons, on va dire. Oui. Et lui non plus n'est pas tombé amoureux de moi. Donc, Oui. si vous voulez, ok. Après, j'en ai eu un autre, mais alors là, c'est moi qui n'ai pas suivi parce que j'avais plus envie, parce qu'il me plaisait plus. C'est limite. Alors par contre, ce qui est un peu bizarre, et c'est ce qu'on me dit un peu. Là, cette personne-là, au début, j'étais en admiration totale, etc. Et puis, la personne était très bien, elle me payait tout, m'apportait des cadeaux, etc. Et puis, j'ai eu un moment, c'était le dégoût total. C'est-à-dire que je pouvais plus. Je supportais même pas qu'elle me touche. Hein. Mais me toucher, je parle même comme ça. Hein. Après, je suis tombée follement amoureuse de mon collègue. Mais vraiment, quelque chose d'incroyable, où je suis restée 1 an axée sur lui alors qu'il se passait rien. J'ai quand même réussi à avoir une relation avec lui. Sauf que lui, dans sa tête, en fait, il sortait avec une autre collègue, il était marié aussi. Et il sortait avec une autre collègue, donc il était fou amoureux, que je ne savais pas à la base. Donc si tu veux, la relation... Pardon, si vous voulez, parce que j'ai l'habitude de parler avec mes amis. Oui, c'est pas grave. Oui. Dès le départ, elle était bancale, alors que moi, je ne savais pas. Donc on est resté, on va dire... mais on se voit encore. Le problème, c'est qu'on se voit encore, parce que, voilà. Vous voyez encore cet homme? Ah oui. Parce que si vous voulez, cette personne-là... cet homme qui est marié, là? Non, il était marié. Il était marié. Il était en instance de divorce quand moi je l'ai rencontré. En même temps, il avait une relation avec une autre collègue dont il était fou amoureux, mais j'étais pas au courant. Donc il avait 2 ou 3 relations en même temps. On est restés ensemble, on va dire, plus ou moins quelques mois normalement. Après, j'ai appris la chose. Après, on est revenus ensemble. J'ai accepté la situation parce que je crois que j'aime quelque part les choses un petit peu tordues, ou je sais pas. Mais j'étais vraiment folle de lui. J'ai fait des choses, je peux même pas vous dire. Enfin, à le courir après dans la rue, oui, vous leur courez beaucoup après. Oui, complètement. Mais vraiment, oui. Je suis limite. Et ils ont un profil, et beaucoup sont un peu des séducteurs quand même. Eux aussi, ils ont plusieurs femmes dans leur environnement là. Visiblement. Ils papillonnent pas mal. Visiblement. Ces hommes-là vous attirent? Ben, c'est vrai que après, je suis pas attirée par le garçon gentil. Non, après voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous parle, je dis finalement exemple, vous avez des séducteurs et vous me dites, moi je suis pas attirée par le garçon gentil, c'est-à-dire. Si demain par exemple je sortais et que je tombais, on va dire un petit peu le garçon propre sur lui, tout gentil, ou moi il faut qu'il y ait le bad boy, vous. Faut qu'il y ait quelque chose, ce qui est normal, je pense. Après. Oui, non mais qu'il y ait une attirance, je vais pas vous dire le contraire, Sonia, mais ce qui est à interroger, c'est votre attirance pour quel type d'homme? Vous vous mettez toujours dans le même type d'histoire, semble-t-il. Pour des hommes, ou là encore, qu'est-ce que vous venez de découvrir? Au fond, dans son portable, il y a d'autres messages de femmes. C'est encore quelqu'un où, voilà, bon, il y a plusieurs femmes qui gravitent autour de lui. Alors, et après, vous dites, oui, j'ai 35 ans, j'ai pas de relation stable, mais vous allez vers des hommes qui n'ont pas forcément envie d'avoir une relation stable. Alors, à côté de ça, vous me dites, oui, moi, j'aime pas les garçons gentils. C'est étonnant, d'ailleurs, le parallèle que vous faites. Remarquez, si vous voulez, vous avez trouvé les garçons qui vous malmènent. Vous êtes bien tombé. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, mais si vous voulez des bad boys qui vous malmènent, c'est bon, là, vous avez un bon carnet d'adresses. Vous pouvez en refiler à vos copines. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est aussi inconsciemment dans les choix que vous faites. C'est dans vos attentes aussi. Moi, c'est surtout dans le fait pourquoi ces personnes... à ce point ne me répondent pas. Moi, j'ai quand même des valeurs. Quand je dis bad boy, c'est pas les bad boys, voilà. Non, c'est pas le bad boy, les séducteurs. Voilà. Allez, on va se quitter. Sonia, le temps du journal, hein, d'accord? D'accord. Et ne raccrochez pas surtout.
continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr et par SMS au 7 21 21 avec le mot clé en premier qui est nuit. Nous allons retrouver Nelly. Nelly, donc vous avez 25 ans et vous nous dites que depuis l'âge de 17 ans, vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée. Vous avez eu des problèmes d'anorexie, de dépression, enfin dans une phase où finalement vous regardez un peu la vie derrière une glace, d'une douleur que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir partager, des études brillantes et puis finalement dans votre histoire familiale, le sentiment de ne pas trouver votre place, le sentiment de ne pas trouver votre place dans la vie aussi, en général. Et puis, vous nous avez parlé de ce grand-père paternel qui a été déporté, qui a été donc dans les camps de concentration. Et ce grand-père paternel qui tient une place importante, une figure assez imposante, écrasante finalement. Écrasante et sur laquelle je pense il serait bon de vous interroger, mais avec l'aide de quelqu'un, parce que vous savez, certains thérapeutes qui ont travaillé pour avoir parlé avec certains comme ça m'ont dit que le traumatisme, et le mot est faible, engendré par ces années terribles, s'est répercuté sur les générations suivantes et parfois même sur comme vous, sur les petits-enfants. Parce qu'effectivement, ceux qui sont revenus des camps souvent n'ont pas pu en parler, tellement on était dans l'ordre de l'indicible. Effectivement, j'en ai entendu parler assez tôt, en fait, de tout ça. Enfin, par qui? Lors de diverses lectures, je pourrais plus vous dire, je lisais, en fait. J'ai beaucoup lu très très jeune sur... j'ai eu une période où j'ai beaucoup lu sur des sujets qui étaient sur la Deuxième Guerre mondiale et entre autres sur la parole, parfois de ceux qui ont survécu, ou la non-parole parfois. Et pour moi, ça concernait en plus particulièrement, et sans faire de concurrence de mémoire en plus, les familles où les gens avaient été victimes de Shoah. Comment dirais-je, au fond, je me sentais pas vraiment... Enfin, ce que j'ai sur les descendants. Voilà, les descendants, oui. Mais dans des familles visées vraiment par la Shoah en tant que telle. Et au fond, moi, je me suis toujours dit que, de toute façon, mon grand-père, et simplement, entre guillemets, il a été déporté, mais c'est pas toute ma famille, et je me suis toujours dit que je me méfiais, je me suis toujours méfiée du rapprochement qui pouvait se faire, en fait. Oui, mais vous êtes toujours dans ce double mouvement, Nelly, à la fois de dire il y a cela, c'est pas, voyez bien, vous dites à la fois il y a cet événement, ça s'est passé dans votre famille, et puis à la fois de dire bon, au fond, par rapport à d'autres familles, vous dites il n'y a eu entre guillemets que votre grand-père, il est revenu, il n'empêche qu'il y a chez vous un abîme, une douleur dans quelque chose qui ne peut pas se dire, un sentiment de honte, quelque chose, alors, au-delà de ça, il va
au-delà de cet événement, de ce drame familial, il y a d'autres choses forcément qui vont émerger. C'est-à-dire que vous allez aussi tisser votre histoire. Comment vous trouvez votre place dans cette histoire familiale, dans cette histoire singulière qui rejoint l'histoire avec un grand H. Oui. C'est tout ça aussi qui est imbriqué. Et pour le moment, vous ne pouvez pas donner du sens à tout ça. Donc effectivement, vous êtes enfermé en vous-même. Oui, vous êtes littéralement enfermé. Oui, c'est vrai. Vous aussi, vous êtes prisonnière. Et il y a beaucoup de similitudes avec votre grand-père. De fait. Oui, mais c'est vrai, ce côté emprisonnement, oui, il est là. Que ce soit. Mais oui, mais il y a beaucoup de choses qui... Donc tout ça, il est important de dénouer tout cela, parce que là où vous avez fait un grand pas en avant, c'est que par rapport au moment où vous étiez plongé dans l'enfer de l'anorexie, aujourd'hui, quand même, vous avez pu en sortir, même si, comme vous dites, vous savez que l'équilibre reste fragile, mais vous pouvez parler d'autres choses. Vous pouvez parler de vous, de l'histoire, Donc, il faut que vous soyez bien accompagné. Avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider à donner du sens à tout cela. Alors, de fait, d'ailleurs, je voyais quelqu'un à un moment, comme j'ai déménagé, je peux plus voir cette personne, mais effectivement, je pense que, cette personne, effectivement, m'avait, disons, en tout cas, encouragée, sinon pas incitée, mais encouragée à poursuivre effectivement mes recherches ou cette enquête, voilà. Mais en fait, j'ai juste peur j'ai peur de faire trop d'amalgame, j'ai peur de pas être assez nuancée, et j'ai peur de voler. Je voudrais pas avoir l'impression de voler l'histoire de quelqu'un. Mais vous ne volez pas l'histoire. Vous avez besoin de connaître l'histoire, de poser toutes les questions que vous avez à poser, mais de les relier aussi à votre histoire et de trouver votre propre place. Parce que là, ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi vous ne trouvez pas votre place. Et ça, c'est à interroger. Et pourquoi, finalement, il va falloir aussi que vous arriviez à parler en votre nom propre. Cela dit, j'ai toujours eu l'impression de beaucoup parler de moi en mon nom. Oui, mais différemment. Ouais. Donc, malheureusement, vous ne pouvez plus continuer le travail avec la personne entreprise, avec la personne, avec qui vous aviez entrepris ce travail. Vous pouvez le poursuivre avec quelqu'un d'autre. Oui. Il ne faut pas rester comme ça, seul, sans poursuivre la démarche, parce qu'il reste du travail à faire, Nelly, et vous le savez. Oui. Il ne faut pas rester dans cet enfermement. D'accord. Il est temps de prendre votre place dans la vie. La vie vous attend là. C'est ce que j'arrête pas de me dire. La vie vous attend, Nelly. C'est juste que... Il est temps de la saisir. Ouais. Vraiment. On va essayer de trouver le mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. On vient tous au monde sans mode d'emploi, Nelly. Et on a tous à faire avec une histoire, c'est vrai, plus ou moins compliquée, plus ou moins lourde. Mais on vient tous au monde sans mode d'emploi. Dites-vous bien ça. Et dans un sens, c'est ce qui nous laisse aussi une grande liberté. Et la possibilité de choisir, c'est angoissant, ça donne parfois le vertige. Mais c'est ce qui fait que nous sommes tous uniques, tous avec des parcours différents. Si on avait un mode d'emploi, vous imaginez, on se ressemblerait tous, on aurait tous la même trajectoire. Bien sûr.
ça laisse, ça fait pas forcément rêver. Alors c'est vrai que par moments c'est rassurant, comme disait Grégory, mais bon, oui, il y a des moments où on aimerait bien que quelqu'un nous prenne par la main. Prenez-vous par la main, allez en parler à quelqu'un qui va vous écouter et qui va vous aider et à donner du sens à tout ça. D'accord, Nelly ? Écoutez, en tout cas, je vous remercie. Au revoir, Nelly. Au revoir. Donnez-moi de vos nouvelles. J'aimerais bien en avoir. Très bien, je le ferai. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt alors. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des mails qui m'arrivent pour Greg qui souffrait de TOC, qui vérifiait notamment souvent si sa porte d'entrée était bien fermée. Laurent nous dit, moi aussi j'avais beaucoup de TOC, porte d'entrée, gaz, voiture, fer à repasser, boîte aux lettres. Mais suite à une rupture, les TOC ont quasiment disparu du jour au lendemain, comme si rien ne pouvait arriver de pire. Et depuis cette époque, tout va bien. J'essaie aussi d'anticiper les TOC, m'assurer que les tâches soient bien faites une fois pour toutes. Alors il faut que Greg garde espoir. Et puis, il y a Jeanne qui me dit, j'ai 59 ans. Après une mauvaise période de grosse angoisse cet hiver et de TOC accentué, je me suis décidée à aller voir une psy. Ce que je ne voulais pas faire auparavant, pensant ainsi que je ne dérangerais personne. Les quelques séances que j'ai interrompues à cause des vacances m'ont fait beaucoup de bien et m'ont permis de devenir plus sûre de moi, et je pense du coup que je vais continuer, nous dit Jeanne. Nous accueillons maintenant Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Je vous écoute. Donc voilà, je sais pas par où commencer. La seule chose que j'ai envie de dire au début, c'est que dans la vie de tous les jours, tout va bien. Seulement, il y a un petit truc qui fait que parfois, je peux me sentir mal tout seul. C'est un problème concernant en fait mes relations avec mes parents et ma famille en général. Oui. Puisqu'en fait, je sais pas s'il faut que je remonte par rapport à ce que je vous ai dit loin dans le passé, mais en tout cas. Depuis tout. Nicolas, vous êtes avec nous ? Ah, on a un petit souci. Nicolas, on va le rappeler. Des messages aussi qui arrivent qui reviennent sur le témoignage de Nelly. Catherine nous dit quelle force dans ce témoignage. Cette jeune femme qui a tant de mal à se sentir vivante, sait-elle à quel point elle nous a enrichis ce soir. Merci à elle. Le subversif qui dit: nous sommes tous des gigognes psychiques, une caisse de résonance d'un écho que nous tenons pour celui de notre personne, alors qu'en vérité, qui peut dire de qui et de quand il vient. Et là, avec Nelly, on était vraiment dans ce que l'on peut appeler le transgénérationnel. Il y a vraiment quelque chose d'une histoire familiale qui traverse les générations et d'une souffrance qui ne peut se dire ou qui s'est dit mais comment, de quelle façon, et Nelly a bien du mal dans cette histoire à trouver sa place et, comme vous le dites Catherine, à se sentir vivante. C'est le mot. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et on sentait toute l'intelligence de cette jeune femme. Et elle a à coup sûr les moyens d'y parvenir. Mais il va falloir se jeter à bras-le-corps et dans cette aventure parce que la vie est là et il va falloir vraiment l'attraper, la saisir. Nicolas, on vous a retrouvé ? Oui, on a eu un petit souci. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. L'important c'est qu'on vous ait retrouvé. Oui, donc vous avez, c'est au sein de votre famille que vous vous posez beaucoup de questions. Donc vous avez 21 ans. C'est ça. Vous êtes étudiant.
Et j'ai votre mail sous les yeux. Donc, vous dites que vous avez toujours été un peu l'enfant modèle. Oui, c'est bien ça, oui. Contrairement à votre frère aîné qui était plutôt l'enfant turbulent de la famille. Oui, et par rapport à ce rôle modèle, c'est que, comme je disais quand ça a coupé, c'est que je me suis senti obligé de jouer ce rôle d'enfant modèle par rapport à la famille pour pallier en fait le comportement de mon frère vis-à-vis de mes parents en fait. Vous avez combien d'écart ? On a 3 ans et demi. D'accord. Donc c'est vrai que par rapport à ça, ça a beaucoup pesé et ça a d'autant plus pesé que à l'âge de mes 18 ans, donc j'ai enfin compris donc que j'étais homosexuel et j'ai voulu donc l'annoncer à mes parents. Seulement à partir de ce moment-là, comme je disais, l'enfant modèle que j'ai joué est devenu l'inverse, c'est-à-dire l'enfant avec tous les défauts du monde. Et mes parents m'ont même dit qu'ils auraient préféré avoir un deuxième enfant comme mon frère aîné qui fait des bêtises plutôt qu'un enfant homosexuel. Et suite à ça, en fait, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de distance avec mes parents, même si je reste en contact avec eux et que je les vois régulièrement quand je rentre chez eux puisque je suis étudiant. Et en fait, c'est ajouté à ça ce qui a, je trouve, alourdi le problème. Oui. C'est qu'il y a 9 mois, donc j'ai appris donc par mon ex-belle-sœur que mon père avait fait donc quand j'étais tout petit. Mon père a fait de la prison, voilà. Donc j'en ai parlé à mes parents, avec mon frère et mes parents. Mon père nous a bien expliqué en fait qu'il avait fait 3 mois de prison le temps du jugement pour attouchement sexuel, sauf que après apparemment il a été débouté et c'est vrai que depuis que j'ai su ça, depuis 9 mois maintenant, souvent je pense à ça et j'ai du mal à... Enfin, j'ai des images des fois qui me viennent dans mes rêves ou même dans mes pensées de mon père en prison et du fait que... Voilà, enfin... c'est vrai que c'est tout brouillon parce que je vous parle de plein de choses qui ont peut-être pas de rapport entre eux, mais c'est vrai que tout ça mélangé fait que je me retrouve dans la situation où j'ai l'impression de pas avoir de réel lien avec mes parents en fait. J'ai l'impression que mes parents sont pas mes parents dans le sens affectif. Ça a un rapport, Nicolas, contrairement à ce que vous me dites, puisque finalement, quand vous avez parlé de votre vie affective, de votre vie amoureuse, de votre vie sexuelle et parlé de votre homosexualité, vos parents vous ont dit qu'ils préféreraient avoir un deuxième enfant, au fond un autre enfant que vous, parce que l'homosexualité, c'était compliqué pour eux. Et puis là-dessus, vous avez associé sur la révélation par votre belle-sœur, donc la petite amie de votre frère, c'est ça ? Oui. De votre père ayant fait de la prison, et pas pour n'importe quel motif, pour des attouchements sexuels. Oui. Donc des attouchements sexuels sur des enfants. Non, apparemment, puisque ils nous ont expliqué comment ça s'est passé. J'avais 9 mois et mon père apparemment a rencontré une femme qui était une prostituée, je crois, et donc il aurait commencé à vouloir avoir des rapports avec elle, sauf qu'après cette femme a porté plainte pour viol alors qu'apparemment elle était consentante. D'où le fait qu'il aurait fait ces 3 mois de prison le temps du jugement
et qu'à la fin on aurait retenu que attouchement sexuel et non le mot viol. Alors, donc c'est une prostituée qui aurait porté plainte, c'est ça, pour viol? Oui. Donc il aurait fait 3 mois avec sursis. Après, au moment du procès, il aurait été finalement relaxé, c'est-à-dire qu'il il a été reconnu non coupable. Mais je sais pas, c'est ça mon père m'a raconté ça avec ma mère qui elle était en pleurs à côté. Vous avez la version de vos parents. Votre mère était en pleurs à côté. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que... la version de vos parents, oui. Ce qu'il y a aussi, et ce que je trouve juste par rapport à ce que dit mon frère, c'est que ça manque beaucoup de dialogue entre nous, que ce soit avec mon frère et ma sœur et puis mes parents, parce que apparemment, quand mon père nous a donc avoué cet épisode, mes parents n'en auraient pas reparlé depuis le jour où ça s'est passé, cet épisode de prison. Mes parents n'en ont jamais reparlé en tout cas dans leur intimité, dans leur vie de couple. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que ma mère s'est mise à pleurer pendant 1 heure en disant que elle-même aurait bien aimé en parler, mais n'a jamais parlé de ça avec personne. Donc c'est vrai que quand j'ai eu cette annonce, ça m'a... elle n'en a jamais parlé avec personne, mais on peut penser que si votre père a effectivement fait de la prison avec sursis, même dans l'entourage familial, il a quand même fallu justifier de l'absence de votre père. Oui, c'est-à-dire que c'est ça. À moins qu'il ait un métier qu'il ait des déplacements, mais même dans son métier, ça a dû lui porter préjudice. Oui, mais c'est de toute façon du côté de ma mère, ils ont on va dire pas soutenu ma mère et lui ont dit de se débrouiller toute seule et que après la seule personne avec qui elle en a parlé, c'est un psychologue le temps que mon père était en prison et un peu après. Et c'est vrai que par rapport, tout se recoupe puisque en fait quand j'avais annoncé mon homosexualité à mes parents, ma mère est retombée comme elle l'avait été à l'épisode de la prison, est retombée en dépression, est repartie voir un psychologue et même un psychiatre, et elle m'a dit que c'était à cause de moi qu'elle était redevenue en quelque sorte un petit peu mal dans sa peau. Et c'est vrai que à l'annonce de votre homosexualité? Oui, c'est-à-dire que quand je leur ai annoncé, en fait, mes parents l'ont très très mal pris et ça a été ça a été très violent jusqu'à ce que je parte et qu'ils me demandent de revenir 1 heure après. Et c'est vrai que ma mère m'a dit que elle l'acceptait pas et après on en a parlé 2 semaines après cette annonce et elle m'a dit qu'elle était obligée de revoir le médecin puisqu'elle se sentait mal par rapport à ça et qu'elle était obligée de reprendre des calmants pour ça. Oui, vous voyez le lien qui est fait entre... Vous parlez de votre homosexualité, oui. Et là-dessus, finalement, revient cet épisode du passé de votre père, de prison, où finalement il aurait fait du sursis et où d'après les dires, il n'était pas coupable. Mais vous voyez le lien quand même que vous pouvez faire, vous, comme si le fait d'être homosexuel, ça pouvait être assimilé à une faute. Oui. C'est quand même, en vous écoutant, là, je me dis, alors je ne sais pas comment vous pouvez l'assimiler, mais même là, dans la réaction de votre mère qui vous dit, tu vois, à cause de toi, de nouveau, je suis mal. Écoutez, on n'est quand même pas dans le même registre, que ça soit compliqué pour elle, qu'elle n'ait pas imaginé cela, c'est une chose. Mais enfin, vous ne lui annoncez pas que vous n'avez pas commis de crime. Oui. Vous aimez les hommes, oui. Enfin, vous n'êtes pas un criminel.
Oui, Je ne dis pas d'ailleurs pas plus que votre père, vous voyez, je ne fais pas de lien non plus, mais ce qui est intéressant, c'est dans l'enchaînement, c'est-à-dire que effectivement, tel que vous présentez les choses, qui est assez révélateur au fond, hein, c'est-à-dire il y a vous qui parlez de votre homosexualité, là-dessus surgit le passé de votre père, et donc tout ça c'est dans le registre de la faute. On ne peut pas mettre ça au même niveau. Oui. Comme le dit Brigitte, votre mère, elle est responsable de ces états d'âme. Oui. Après tout, bon. Après, ce qui s'est passé à ce moment-là, vous étiez bébé, vous ne savez pas, vous apprenez. C'est vrai que c'est toujours très perturbant d'apprendre des choses comme ça, surtout que ça relève d'affaires de mœurs, de choses, bon, qui les regardent, mais ils ont fait le choix, ils sont ensemble, bon, voilà. Mais aujourd'hui, vous dites à vos parents quelle est votre vie affective, votre vie amoureuse. Bon, voilà, vous aimez les hommes. Je veux dire, écoutez, vous ne leur annoncez pas un drame. Oui, je sais bien, oui. Mais comment d'ailleurs à ce propos, ce qui est étonnant, enfin étonnant et pas tant que ça, c'est souvent par quelqu'un souvent extérieur à la famille que les choses émergent. C'est l'ex-petite amie de votre frère qui a parlé de ça. Comment l'a-t-elle su, elle? Mais parce qu'en fait, donc la petite amie à mon frère, ils ont rompu donc il y a 10 mois. Et elle a voulu parler avec ma mère un petit peu et ma mère elles ont pris le café en ville et ma mère lui aurait dans la discussion aurait parlé justement de ça en lui disant qu'il fallait relativiser la rupture puisque elle avait vécu beaucoup plus d'épisodes douloureux et elle lui a parlé donc de cet épisode-là. Et après moi j'ai revu mon ex-belle-sœur qui est un peu en quelque sorte pour faire un chantage pour un peu mettre le désordre dans la famille, me l'a dit pour qu'ensuite après je puisse aller le répéter quoi. Mais après ce qu'il y a, c'est que j'en ai parlé encore ce week-end avec mon copain puisque ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble et que même si mes parents l'ont rencontré à chaque fois que je rentre le week-end, j'en parle pas comme si ça n'existait pas en fait, comme si j'avais une double vie, une à Bordeaux en tant qu'étudiant et une chez mes parents où j'arrive même à mentir à mes parents. Ils me demandent qu'est-ce que je fais ce week-end. Au lieu de leur répondre je reste avec mon copain, je vais leur inventer des histoires. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment j'ai envie de leur dire. Tout simplement, je suis avec mon copain ce week-end, mais il y a comme un blocage qui fait que j'ai pas envie de leur. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais je sais même pas. C'est une façon de vous protéger, de peut-être de leurs questions ou au fond, vous savez, de leur réprobation. En fait, c'est un peu comme si ils savaient que j'étais avec un garçon. Ils ne le connaissent pas, vous ne leur avez pas présenté. Si, ils l'ont vu cet été à l'occasion d'une soirée. Comment ça s'est passé avec ce garçon? Mon père est parti furieux et reparti à la maison. Il voulait pas en entendre parler et ma mère est restée et a fait l'effort elle d'apprendre à le connaître et à lui parler. Oui. Et c'est vrai qu'après on en a discuté avec ma mère, elle m'a dit j'essaye d'en parler avec ton père mais à chaque fois il me dit je ne veux pas en parler. Donc elle essaye quand même de lui en parler maintenant, elle essaye de lui parler de mon copain et de moi, mais à chaque fois il lui dit non, je ne veux pas parler de ça. Donc c'est vrai que ça fait combien de temps que vous en avez parlé avec eux de tout cela? Il y a 9 mois, c'est ça à peu près? Que j'étais homosexuel? Oui. Bien plus longtemps, c'est il y a au moins 4 ans. Oui, en effet. Au moins 4 ans, oui. Alors, il y a par rapport à ce qui a été dit, là, il y a Isa et puis un autre auditeur qui me dit qu'il s'agit pas de sursis, mais certainement de détention provisoire. Sinon, il n'aurait pas été en prison, hein, puisque là, vous dites qu'il avait été incarcéré. C'est ça. C'était pas de la préventive. Oui. Détention provisoire, oui. Détention provisoire, oui. Et
tout ça est effectivement très perturbant, et le fait que ça tombe au même moment. Quand vous en parlez avec votre frère, vous êtes assez proche de votre frère? Comment ça se passe? Quel lien avez-vous? Il y a eu une période où on n'était pas du tout... On était très proches quand on était enfant, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, enfin jusqu'à son adolescence, où là on s'est perdu de vue et on se parlait plus. Et c'est vrai que là, ça fait depuis l'annonce de la prison, depuis 9 mois, on essaye de se retrouver et justement de discuter, de passer des bons moments ensemble, que ce soit dans des soirées ou dans des discussions ensemble. Et c'est vrai que j'apprécie ça parce que on le dit tous les deux ensemble, c'est que on a l'impression, comme je disais tout à l'heure, il y a pas un lien familial entre nous, que ce soit avec mes parents et entre lui et ma sœur. Il manque un lien et lui-même en est conscient, puisque lui-même dit que tous ces problèmes qu'il a eu à l'adolescence sont en quelque sorte dus à ce manque de lien entre nous, membres de la famille. Oui, mais ce manque de lien, est-ce que vous pensez pas aussi qu'il y a quelque chose qui est lié à cette histoire, à ce secret au fond qu'il y a eu, à ce tabou, à cette tâche au fond, je vais employer le mot, dans l'histoire familiale de prison, même si votre père a été innocenté. Quelque chose qui n'a pas été parlé et qui a dû être très difficile. On peut se demander, il y a des choses à interroger là-dessus. Mais c'est vrai que moi j'ai envie d'une démarche qui est d'aller les voir avec mon frère et de leur dire voilà, on a envie de discuter tous ensemble comme une vraie famille et de poser les choses au clair, mais c'est bête, mais j'arrive pas à trouver ce courage, tout comme mon frère n'arrive pas à trouver ce courage. Mais vous savez, je ne sais pas s'il s'agit de courage. Je crois que c'est compliqué, Nicolas, parce qu'au fond, quand il y a un tel secret, ça rejaillit sur tout le monde, et au fond, vous ne vous sentez pas autorisé à en parler. Donc, on lève pas des secrets de famille comme cela. Donc il ne faut pas vous en vouloir de manquer de courage. Oui. C'est que vous avez grandi dans ce climat-là. Oui. Et puis pour le moment, déjà les relations sont compliquées, comme vous dites, du fait de ce que vous vivez. Donc vous avez aussi à vous occuper de vous, de votre vie. Et peut-être qu'avant, il serait bon de parler un peu de vous, de votre vie, de démêler tout cela avec quelqu'un de plus neutre. Oui. Parce que le côté, mettons-nous autour d'une table et parlons, on va faire sortir les non-dits, les secrets. Vous voyez, ça peut être l'ambiance à la Festen. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Non, mais écoutez, ça tourne au cauchemar. Hein. Oui. C'est un film comme ça sur les secrets familiaux et bon. Le repas familial tourne vraiment au drame. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut conseiller comme ça, de dire voyez, on va se mettre autour d'une table et on va parler et on y va et on met tout sur la table et on déballe. Oui. Je crois qu'avant tout ça, c'est important de pouvoir déjà être un peu au clair avec soi-même, et vous ne pouvez pas l'être parce que ça concerne quelque chose qui a été caché volontairement, qui concerne le couple de vos parents, qui concerne l'intimité sexuelle de vos parents, donc qui ne devrait pas vous concerner, là où vous-même vous êtes en plein, vous, dans la construction de votre vie affective, sexuelle, et où vous êtes aussi en pleine recherche, en plein questionnement, et où après tout, pour le moment, c'est votre vie. Bon, votre mère est plus à l'écoute, votre père ne veut pas en entendre parler.
bon, ça peut évoluer. Écoutez, pour le moment, tenez-vous un peu à l'écart de tout ça. Après tout, vous avez une relation avec votre petite amie. Pour le moment, c'est ce qui compte. Et rapprochez-vous peut-être, allez voir, on va vous donner des coordonnées d'associations au standard. Qui vont pouvoir un peu vous aider, vous contacter, peut-être vous mettre en contact avec des personnes qui vont pouvoir un peu vous soutenir, vous aider, parce qu'il y a des choses à démêler. D'accord. Donc il y a un peu trop de choses là, et c'est ce qui explique que vous ayez des difficultés à aller comme ça parler à vos parents. C'est certainement pas lié à un manque de courage, Nicolas. D'accord. C'est pas de ça dont il s'agit. Oui. D'accord ? Oui. On va vous donner les coordonnées de l'association Contact hors antenne. Ne raccrochez pas. Oui. Il y a quelqu'un qui dit le dénominateur commun entre ce jeune et son père vient de la peur d'être jugé. Je suis gay, j'ai joué à l'enfant modèle moi-même. Oui. En tout cas, merci de votre appel et ne raccrochez pas. Quentin va vous communiquer les coordonnées. D'accord ? Oui. Au revoir, Nicolas. Merci, au revoir. 39 21, 34 centimes la minute. Un mail de Michel qui a témoigné dans l'émission déjà et qui voulait encourager Nelly à chercher ce que cache son anorexie. Michel dit elle continue peut-être à écrire le roman familial. Michel a témoigné le 9 juillet. Elle nous parlait de l'histoire de sa mère qui avait été condamnée à 10 ans d'indignité nationale. Elle nous parlait à ce moment-là, elle nous disait que c'était pour collaboration horizontale, comme on l'appelait alors. Michel a eu accès aux archives. Elle a été incapable, dit-elle, de rentrer chez elle après la lecture du dossier. Elle continue néanmoins les recherches, car sa vie, nous dit-elle, n'est que la répétition de l'histoire de sa mère sous d'autres formes. Michel dit qu'elle doit tout savoir pour donner du sens à un passé qui la poursuit le jour et la nuit. Et puis un message de Georges qui me dit alors quand est-ce qu'on fait la fête, Caroline? Le 9 décembre, c'est ça? Et oui, c'est ça. Je reçois des messages, vous n'avez apparemment pas tout compris, mais rassurez-vous, on va vous en parler. Il y a un mois maintenant, voilà, jour pour jour. Le 9 décembre, on va faire la fête pour célébrer cette décennie d'émissions. Vous pouvez d'ores et déjà nous laisser vos plus jolies histoires au 39 21, nous dire peut-être ce que ça a changé dans votre vie, de témoigner dans cette émission, ce que ça a changé sur un plan personnel, ce que ça a changé dans votre couple. Peut-être avez-vous fait des rencontres. Je me souviens d'une personne qui s'était mariée parce qu'elle s'était rencontrée via l'émission. Alors pourquoi j'aimerais bien vous avoir en ligne ce soir-là, sur le plan familial, sur le plan amical, peut-être des échanges avec d'autres auditeurs vous ont permis d'avancer. On aimerait bien des histoires comme ça, de jolies histoires. Vous avez témoigné, vous avez appelé, ça a un peu changé, voire bouleversé votre vie. Venez nous le dire au 39 21. Si vous avez envie de nous laisser des messages d'anniversaire, nous dire pourquoi vous aimez l'émission, pourquoi vous êtes à l'écoute. Même chose, 39 21. Je reçois déjà beaucoup de mails, mais laissez-nous plutôt des messages comme ça en direct, parce que ce soir-là, on va les diffuser dans l'émission. Et puis, les jolies histoires seront retenues et vous pourrez vous exprimer en direct dans l'émission. Georges me dit, est-ce que pour la fête, Fifi va amener ses copines? Mais non, il n'y aurait pas assez de place, Sa Majesté. Allez, on va accueillir Fifi qui arrive en courant pour me dire oui, il faut vous laisser guider pour arriver sur le répondeur de l'émission, parce que là il reste encore 10 petites minutes, sinon c'est Quentin et Justin qui vont vous répondre. Et puis demain, dans la journée, vous attendez bien de tomber sur le répondeur de l'émission. Vous allez tomber l'émission Caroline Dublanche. Voilà. Quelqu'un me dit le 9 décembre, l'émission est donc Sagittaire comme moi. Ben oui, voilà, exactement. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Finalement, bonsoir. Je me dis que j'aurais dû appeler pour le 9 décembre. Ah vous pourrez nous rappeler, Frédéric. Oui, parce que en fait, je voulais déjà rebondir sur le témoignage de Nelly.
par rapport à ses études brillantes, quand elle disait qu'elle avait l'impression d'avoir rien fait de spécial et que tout lui tombait. Vous savez, je suis la personne qui avait passé le DAEU oui. et qui a eu ce diplôme. Oui. Et puis à chaque fois, je me disais c'était pas possible, que c'était un coup de chance et puis que j'y croyais pas et que j'avais pas ma place. Oui. Et puis cette émission m'a quand même servi parce que si j'avais pas appelé, je sais que si j'avais jamais appelé ce soir-là, je serais encore à la même situation. Mais je voulais lui dire en fait que tout s'est décoincé le jour où j'ai trouvé mon premier emploi. Oui. Et où en fait j'ai eu confirmation que oui, j'étais fait pour ça et que c'était pas un coup de bol, que tout ce que j'avais appris, j'avais vraiment, qu'aujourd'hui je me sers de tout ce que j'ai appris, quoi. Et vous avez changé entre-temps parce que j'ai passé mes diplômes jusqu'à être éducateur spécialisé. Oui. Donc j'ai été jusqu'à la licence. Oui. Suite à ma licence, j'ai passé mon concours d'éducateur spécialisé et puis j'ai eu mon diplôme l'année dernière et j'exerce depuis 1 an maintenant en Seine-et-Marne. Oui, c'est génial. Ouais. Et en plus, c'est vrai que je me souviens très très bien de vous et du fait qu'à quel point à ce moment-là vous doutiez de le DAEU, c'est l'équivalence. Vous dites que non à chaque fois, mais moi je dis que si. Mais non, attendez, c'est pas moi qui ai passé les examens, Frédéric. Si vous aviez pas mené l'émission, je vous aurais jamais appelé, j'aurais jamais eu le courage parce que tout le monde me déconseillait de le faire. Je sais, mais je me souviens très bien. Vous êtes la première personne à m'avoir dit si, faites-le, et sinon je l'aurais jamais fait. Oui, enfin, écoutez, c'est quand même vous qui, à un moment, êtes allé vous inscrire et puis qui êtes allé passer les examens. C'est pas moi qui remplissais, qui répondais aux questions à votre place. Ah non, mais vous m'avez dit. Bon. Enfin, moi, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai eu l'envie de reprendre, tout le monde me dissuadait de le faire. Évidemment, j'avais arrêté l'école à 16 ans. En me disant que j'avais aucune connaissance scolaire, ce qui était vrai, mais c'est quand je vous ai appelé et vous m'aviez dit, je me rappelle, c'est comme si c'était hier, vous m'aviez dit, mais de toute façon, si vous le faites et que vous le loupez, au moins vous le saurez, mais si vous le faites pas, vous allez rester là-dessus toute votre vie et vous ne saurez jamais. Donc oui, puis je veux dire, vous étiez tellement jeune. Enfin, j'avais 23 ans. Mais oui, c'est ça, 23 ans. Il y a tellement de choses. C'est pour ça, et je comprends que vous réagissiez au témoignage de Nelly. Quand je dis la vie l'attend, quoi. C'est ça. J'entendais, c'était certainement pas minimiser en aucun cas mon propos, la douleur qu'on entendait, qui était là, qui était perceptible. Je me suis reconnu à travers elle, parce que il y a eu un fossé qui s'est creusé, un positif et négatif, c'est-à-dire que j'ai dû prouver aux jeunes de ma famille que effectivement j'avais repris mes études parce qu'ils m'ont connu. Et du coup j'avais l'impression que la personne que j'étais n'était pas celle d'avant. Et auprès de mes amis, leur parler de mon passé c'était un peu honteux, donc j'avais un passé que je cachais. Et je vous dis que tout s'est décoincé quand j'étais éducateur. Déjà j'avais plus besoin de parler de mon passé auprès de mes amis. Oui. J'étais éducateur, j'avais fait des études. Bon, on se pose pas la question quand vous dites que vous êtes éduc, c'est qui a fait des études. Et parce que le problème c'est quand j'étais étudiant et quand on est étudiant à 27 ans, les gens vous demandent mais pourquoi t'es étudiant à 27 ans? Donc il fallait tout le temps repartir en arrière. Maintenant je dis plus je suis éducateur quoi. Hein. Et pour ma famille, depuis que je suis éducateur, le poste est là, donc il existe, j'en parle et il n'y a plus cette notion de est-ce qu'il fait des études pour de vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Donc allô? Mais alors moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bon, alors tant pis pour les amis de la nuit, ils vont me dire on connaît cette voix, on a suivi Frédéric, il était tout petit, il n'avait pas encore le DAU, c'était pas, on va dire, il poursuivait pas le DAU dans la forêt, mais maintenant, voilà, il est éducateur spécialisé et il aide les autres. Bah tant pis, on aura le plaisir, j'espère, de vous avoir avec nous le 9 décembre. Je vous écoutais avant, je vous écoute toujours. Ouais, c'est super, vous êtes. Et mon boulot me plaît énormément, je vous jure que. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en plus vous aimez ce que vous faites, vous êtes pas trompé. J'aime la vie, du coup tout s'est décoincé. Bon, on se dit au 9, alors vous me laissez quand même un petit message, on en parle, hein. Oui, le 9. Alors je vais essayer parce que j'ai pas trop compris l'histoire du répondeur sur. Mais c'est un répondeur, ne raccrochez pas, Quentin va vous expliquer, d'accord? Il va vous l'expliquer hors antenne. Je vous embrasse, Frédéric. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Un petit message du Subversif qui dit pour fêter cette décennie, pourquoi ne pas compter l'incroyable odyssée de Sa Majesté Georges Ier? Pourquoi pas, mon cher ami, si vous venez nous la conter avec Sergio, peut-être qui jouerait les ménestrels. Allez, je vous embrasse, très belle nuit à vous, faites de jolis rêves.